Moi, dans ma circonscription, je rencontre des gens qui ne sont pas en train de théoriser ce qu'ils sont, ce qu'ils aiment pas. Ils sont de gauche, ils ont la trouille du Front National, ils ont ras-le-bol de Macron, et ils veulent la République au quotidien, ils veulent la République jusqu'au bout, ils veulent la République sociale, ils veulent de la fraternité, etc. etc. Et ils nous disent, entendez-vous. L'union de la gauche est définitivement morte, ou en tout cas, ce ne sera pas pour 2022. On a dit, on ne va pas aller voter, la gauche ne veut pas aller voter au second tour pour Emmanuel Macron, mais elle ira peut-être même pas voter pour le premier tour s'il y a 3, 4 candidats à gauche. On a quand même l'impression qu'il y a d'un côté la France Insoumise et Mélenchon, et de l'autre, il y a une espèce de front, c'est tout sauf Mélenchon. Voilà. Ce qui est quand même le degré zéro du débat politique. Sans aucun doute, mais vous savez, c'est le principe d'un dialogue, c'est qu'il faut être deux. Bon, moi, je constate que le dialogue est difficile, voire impossible. Est-ce que c'est irrémédiable? J'en sais rien. Est-ce que je le regrette? Oui. Bonjour et bienvenue dans ce numéro des Entretiens d'un Bourbon sinon rien. Aujourd'hui, je reçois Boris Vallaud, porte-parole du Parti socialiste. Alors, je le rappelle, les Entretiens du Bourbon sinon rien ont vocation à accueillir l'ensemble des représentants de la classe politique. Donc, nous recevrons des représentants de droite, de toutes les familles de droite, et nous recevrons également des représentants des familles de gauche, de toutes les familles de gauche. Et donc, on commence avec vous aujourd'hui, Boris Vallaud. On vous connaît peu finalement, on vous voit souvent à l'écran, notamment dans un Bourbon sinon rien, puisque vous êtes le porte-parole du groupe socialiste, vous êtes le porte-parole aussi du Parti socialiste dans son ensemble. Vous êtes énarque, vous avez fait une maîtrise de droit, vous avez fait Sciences Po, vous êtes énarque et vos plus belles années, me disiez-vous, c'est lorsque vous avez été préfet, la préfectorale, qui a marqué le début de votre carrière. Vous avez été ensuite collaborateur d'Arnaud Montebourg, que vous avez suivi au ministère de l'économie de 2012 à 2014. Vous avez été secrétaire général adjoint de l'Élysée de 2014 à 2016. Et vous êtes aujourd'hui député de la 3e circonscription des Landes. Voilà, vous avez été élu avec 50,75%. Voilà. Alors, il faut dire que vous avez été élu en 2017, ce qui était quand même une sacrée performance, puisque c'était votre premier mandat. Et vous êtes un des seuls, je crois qu'il y en avait 3 députés socialistes qui n'étaient pas sortants, mais c'était la première fois que vous accédiez donc à la mandature législative. Et vous êtes aujourd'hui responsable du projet du Parti socialiste pour l'élection présidentielle. Alors donc, en gros, c'est vous qui allez rédiger la Bible ou le programme du candidat du Parti socialiste, ou enfin du candidat qui représentera les socialistes. Ce sera d'ailleurs pas forcément un socialiste. Alors, on en parlera tout à l'heure. Je termine de vous présenter. Alors, il y a quelque chose de curieux chez vous, c'est qu'il y a un côté pile et puis il y a un côté face. Côté pile, vous avez été opposé à la réforme du Code du travail par ordonnance. Vous avez été donc proche des insoumis et des communistes sur ce point-là. Opposé aux réformes de la fonction publique, de l'assurance chômage, à la ratification du CETA, à la privatisation d'Aéroports de Paris, à la réforme des retraites. Et puis, côté face, vous avez été quand même, lorsque vous étiez à l'Élysée, un des artisans de la loi travail, la funeste loi travail qui a quand même sérieusement secoué la gauche et le monde du travail. Et pourtant, vous avez une bonne réputation. On dit même que vous êtes le socialiste qui n'est fâché avec personne. On ne vous connaît pas d'ennemis acharnés. Tout le monde a plutôt une bonne opinion de vous. Je vous reçois aujourd'hui parce que vous publiez un livre qui s'appelle « Un esprit de résistance » chez Flammarion. Alors, résistance, pour moi, c'est plutôt le cri de ralliement des insoumis dans les meetings. C'est ce qu'ils crient. Alors, vous nous direz ce qui vous différencie ou ce qui vous rapproche, d'ailleurs, de la France insoumise. Et dans ce livre, vous cherchez à définir le socle commun de la gauche. Vous nous dites que aujourd'hui, la société doute d'elle-même, que l'attachement aux libertés publiques, au modèle social, à la République ne va plus de soi. Et qu'il faut un peu repenser tout ça. Donc vous essayez finalement de trouver ce qui peut réunir l'ensemble des familles de gauche, un socle minimal, le plus petit dénominateur commun, si j'ai bien lu. Et puis vous défendez le rôle de l'État. Vous êtes un des derniers partisans d'un État, sinon fort, en tout cas d'un État qui a les moyens d'accomplir ses missions.
Et vous dites aussi, c'est plutôt rare aujourd'hui, que la gauche doit renouer avec l'idée de progrès. Les fameux progressistes, le camp progressiste dont on parlait beaucoup dans les années 80 et vocabulaire qui a totalement disparu aujourd'hui des références de gauche. Alors, pour terminer cette présentation, vous nous donnez, dans votre livre, c'est ça qui est intéressant, une définition de ce que c'est la gauche. Alors je vais la lire parce que quand même elle est intéressante. Vous nous dites « Être de gauche, c'est précisément aspirer à la justice comme idéal et comme méthode face au péril climatique, la justice comme rempart au capitalisme financier et la supposée modernité néolibérale, la justice comme chemin vers de nouvelles conquêtes sociales, la justice comme acte de résistance à toutes les dominations et toutes les discriminations raciales, sexuelles, religieuses, économiques, la justice comme voie de règlement des tensions internationales. » Alors, j'ai envie de vous dire, je ne vois pas qui peut être en désaccord avec cette profession de foi. Et pourtant, vous nous dites, ça ne va plus tellement de soi. Oui, ça va plus de soi. Alors d'abord, pourquoi j'ai écrit un livre? D'abord parce que je n'en peux plus, je ne dis pas ça pour vous, mais de répondre de façon expéditive aux 4 colonnes, d'être sollicité ou de devoir répondre en 180 signes sur Twitter, et qu'un livre, au fond, c'est l'occasion, j'allais dire, d'une réflexion plus posée, plus apaisée aussi. Je l'ai écrit dans un moment qui est particulier, qui est le cœur d'une pandémie qui est considérable, d'une crise économique, sociale, environnementale, à certains égards, qui est inédite, mais qui n'est pas singulière, au sens où elle est peut-être la préfiguration d'autres crises à venir. Et c'est un moment qui nous donne des leçons, voilà, qui rend aussi intelligible un certain nombre de choix que nous avons à faire. Et ce que j'essaye de faire de façon assez simple, je crois, et pédagogique, c'est de poser des choses, de poser des pierres, de dire voilà, au fond, ce qui compte et ce que nous devons défendre. Alors vous avez évoqué l'esprit de résistance, alors il n'appartient pas particulièrement à tel ou tel. Et ce à quoi ça renvoie chez moi, c'est à la fois la résistance à un monde qui se défait, et dans l'histoire on a eu ces moments où il a fallu résister à un monde qui se défait. Je crois que nous sommes au cœur d'un monde qui se défait. Et puis insuffler l'esprit de résistance, comme on disait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire, au fond, mettre en musique un certain nombre d'aspirations sociales, d'aspirations à la justice, d'aspirations à la reconstruction d'un monde fondé sur des valeurs qui avaient été piétinées. Donc je dis, nous sommes au seuil. Cette crise nous donne des leçons. On peut n'en entendre aucune, ou on peut au contraire prendre appui dessus. Nous nous sommes beaucoup manqués les uns aux autres dans cette crise. Je propose qu'on se retrouve autour de projets communs. Voilà un petit peu l'idée de départ. Et c'est une réflexion qui se nourrit à la fois d'une expérience personnelle, dans les fonctions qui ont été les miennes, et puis de ce que je vis, moi, comme une sorte de choc anthropologique, qui est ces moments de rencontre dans ma circonscription avec beaucoup de Landaises et de Landais, et donc de Français et de Françaises, qui ont des vies difficiles, qui n'ont que leur force de travail pour vivre, et qui, au fond, aspirent à quoi? À la République du quotidien, à des services publics qui fonctionnent, à une école qui leur donne la possibilité de s'élever, de s'inventer un avenir, la possibilité d'avoir un emploi, dans l'emploi digne, c'est-à-dire qui soit porteur de sens. Il y a beaucoup de métiers qui n'en ont plus beaucoup de sens, qui leur permettent de vivre, qui ne les abîment pas, qui leur permettent de concilier cette vie professionnelle et cette vie personnelle. Ils ont besoin de ne pas être inquiets pour eux-mêmes et pour leurs enfants de l'avenir. Voilà. J'allais dire, ça paraît parfois être des choses élémentaires, mais quand l'élémentaire n'est plus une évidence au quotidien, eh bien, il faut les réaffirmer avec force. Alors, vous dites résistance, mais vous résistez à qui? C'est qui l'adversaire aujourd'hui? Parce que vous avez des mots assez durs sur le néolibéralisme. Vous dites le néolibéralisme, dans ce qu'il porte intrinsèquement d'injustice, d'inégalité, de relégation, nous a pulvérisés au sens propre, réduits à l'état de poussière d'individus excessivement enfermés dans leurs irréductibles singularités. Donc vous nous dites, en gros, on vit dans un monde qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus que des individus, il n'y a plus de société, il n'y a plus de collectif. C'est ça, c'est se redonner des raisons de vivre ensemble, je crois qu'on n'en manque pas. Se redonner des projets, des aspirations communes, renouer avec un esprit de fraternité.
C'est résister contre l'égoïsme, résister contre l'individualisme, résister contre tout ce qui nous les éloigne les uns des autres. Ça peut être en effet le libéralisme avec ce qu'il produit, pour reprendre l'exemple que vous avez cité. Alors, on a envie de vous dire, d'accord, on veut bien vous suivre là-dessus, mais il y a un précédent. Moi, ce qui m'a frappé dans votre livre, c'est qu'il y a, je n'ai pas trouvé une phrase sur la période 2012-2017. 2012 a commencé avec Mon ennemi, c'est la finance, et on termine avec la loi travail et le CICE. Et vous comprendrez qu'un certain nombre d'électeurs se sont détournés à ce moment-là, et du Parti socialiste, voire de la gauche en général, parce qu'ils ont eu l'impression que leur vote de 2012 a été vraiment trahi de bout en bout. Et là-dessus, ce qu'on attendait de vous quand même, c'est de nous dire, notre époque fait que nous sommes atomisés, certes, mais un regard, une autocritique, à tout le moins un recul. Or, eh bien, je vais vous dire, d'abord, en creux, tout ce que je dis peut avoir valeur d'autocritique, pas seulement sur le dernier quinquennat, mais sur la part que les responsables socialistes en France et partout dans le monde ont pris depuis 30 ans. Mais j'ai aussi voulu sortir du confessionnal. C'est la première fois que je parle en mon nom. C'est la première fois que je rends des comptes personnellement devant des électeurs dont j'ai sollicité les suffrages et qui attendent de moi un certain nombre d'engagements, de combats, d'actes aussi de résistance. Le travail qu'on a fait sur le dernier quinquennat, la réflexion qu'on a conduit au Parti socialiste sur ce que la social-démocratie avait pu rater, du tournant de la mondialisation, de la réorganisation du capitalisme, de la question environnementale. C'est un travail qu'on a fait et qui me permet d'écrire ce que j'écris aujourd'hui. La critique sur, par exemple, sur les réflexions sur le CICE. Nous-mêmes, dans la nouvelle mandature, nous avons fait des propositions pour revenir sur un certain nombre d'éléments. Quand je pose la question du partage de la valeur ajoutée, du partage de la masse salariale, des très grandes rémunérations, c'est aussi que je considère qu'on n'est pas allé assez loin. Mais il y a ce qu'on a raté, il y a ce qu'on aurait dû faire. Je pense à la réforme fiscale et que nous n'avons pas fait. Je pense à la question des salaires que nous aurions dû poser de façon plus nette et que je pose, je pense, de façon peut-être un peu nouvelle dans cet ouvrage. Il y a tout ça. Et puis, si on veut être juste, il faut aussi regarder tout ce qu'on a réussi. Quand je vois, y compris plus à gauche que moi, défendre le tiers payant généralisé, le compte personnel de prévention de la pénibilité, quand je vois les uns et les autres s'indigner qu'on resupprime des postes dans l'éducation nationale, je rappelle qu'on en a créé 60 000, quand je regarde tout cela, je pense qu'il faut être juste et se projeter dans l'avenir. On a 1000 raisons de se diviser. 1000 raisons de se diviser. On a beaucoup de désaccords à gauche. Mais l'énergie que l'on consacre à s'attaper les uns sur les autres, je pense qu'elle serait mieux utilisée à s'occuper des gens. Voilà, à s'occuper des gens. Et les critiques, je vais vous dire, de la gauche de gouvernement, de la part de celles qui ne la seraient pas, elle est aussi assez constante dans l'histoire. Les critiques formulées à l'endroit de Jaurès par Gued, ce que l'on écrivait à Blum alors qu'il venait de faire la semaine de 40 heures et les congés payés. J'ai toujours cette phrase en tête, cette lettre en tête, parce que je la trouve au fond savoureuse. On écrivait fin 36 à Blum, « Je suis un Français moyen qui circule beaucoup, la note dominante est qu'on ne veut plus de vous. J'ai peur que mal entouré, vous pensiez le nombre est derrière moi. Le mieux que vous ayez à faire est de partir parce que les Français ne comprennent plus. » Voilà. Eh bien, ça reste dans le panthéon de la gauche un moment, j'allais dire, extraordinairement important, fondateur, la permanence d'une forme d'exigence, de résistance et de conquête de nouveaux progrès. Voilà. Donc moi, je suis dans cet état d'esprit-là. Me projeter dans l'avenir, regarder le monde tel qu'il est sous nos yeux. Et de dire, mais on n'est pas d'accord les uns et les autres, mais au-delà d'ailleurs sans doute de la gauche, de faire le constat qu'il y a des vies dures et qu'en réalité, on vit tous mieux dans une société plus égale. Est-ce que vous ne pensez pas que dans le pays, il y a une majorité de Françaises et de Français qui ont la rage au ventre devant un certain nombre d'injustices ? Alors justement, cette rage que vous évoquez, il y a quelque chose d'incompréhensible et il faut peut-être que la gauche dans son ensemble en tire une leçon. Il y a 40 ans et un mois, François Mitterrand était élu président de la République. Et de quelle manière ? Il y avait l'opposition que vous souligniez à l'instant, c'est pas la gauche unie, c'était d'un côté le Parti communiste qui était assez remonté,
et puis le Parti socialiste. Sauf qu'à l'époque, la gauche, elle faisait très exactement 51,7% des voix. Aujourd'hui, la gauche, lorsqu'on additionne l'ensemble des candidats de gauche, y compris jusqu'à Lutte ouvrière, on arrive péniblement à 25-26%. C'est-à-dire qu'en 40 ans, la gauche, dans son ensemble, toute famille confondue, a diminué de moitié, alors même qu'il y a une colère qui s'est exprimée avec les Gilets jaunes et que personne, finalement, n'a capitalisé, n'a organisé, n'a traduit démocratiquement. Comment vous expliquez cette faillite collective? D'abord, c'était en 1981 la fin de 23 ans d'une gauche dans l'opposition et plus souvent qu'à son tour désunie. Il y a eu des moments d'union de la gauche. Je pense qu'en 81, en dépit du fait qu'il y avait deux candidats, un communiste et un socialiste, il y avait cet esprit, il y avait aussi cette aspiration. D'ailleurs, il y a des ministres communistes qui rentrent au gouvernement dès le premier gouvernement de M. Mauroy. Aujourd'hui, on en est là, mais on peut dire qu'en 2012, nous n'en étions pas là. Et que moi, je ne crois pas qu'il y ait une disparition du peuple de gauche. Je crois que la raison d'être de la gauche, malheureusement, elle demeure parce qu'il y a toutes ces injustices, parce qu'il y a ces inégalités, parce qu'il y a de la pauvreté, parce qu'il y a encore des progrès à accomplir et des conquêtes pour lesquelles il faut se battre. Voilà. Alors, aujourd'hui, oui, mais parce que je crois qu'à certains égards, on désespère beaucoup de Français par notre façon d'être, collectivement. Et qu'ensuite, il nous faut travailler à ce que la majorité sociale rencontre une majorité politique. Cette majorité politique, elle doit se construire autour des idées, autour de combats communs. Et moi, je suis parfaitement convaincu que c'est possible. Mais vous disiez, c'est pas un livre d'autocritique. Non, c'est pas un livre d'autocritique, c'est un livre qui se projette dans l'avenir. C'est aussi le livre de ma génération, qui avait 5 ou 6 ans en 81, qui a une nouvelle page à construire. Il vaut mieux que ce soit court que long, parce que le pire, entre-temps, peut arriver. Il n'a jamais été aussi probable. Voilà pourquoi il faut se mobiliser. Moi, c'est la proposition que je fais, et vous avez pu noter aussi que ce n'est pas un livre de combinaison politique. Non, mais alors, justement... Vous ne lisez pas le nom d'un responsable politique actuel dans le livre. Justement, on se demande si votre livre, et moi je l'ai refermé avec une espèce de sentiment de frustration, on se demande si c'est le brouillon du programme que vous êtes en train d'écrire. C'est parce que c'est le tome 1. Ah, c'est parce que c'est le tome 1. Voilà. Suscite le désir. On se demande si c'est le brouillon du programme du candidat qui représentera les socialistes en 2022, donc c'est une espèce de premier jet, ou est-ce que c'est un livre plus personnel sur un certain nombre de valeurs de gauche? Parce que finalement, en termes de mesures, alors s'il y en a une, justement, sur laquelle je voulais vous poser des questions, c'est que vous reprenez, vous aussi, le revenu de base pour les jeunes à partir de 18 ans, une espèce de... Je vois que c'est une proposition qui a fait école à gauche. Voilà. Au départ, nous étions bien seuls, mais j'ai vu que finalement, sur tous les bancs de gauche, il y a eu les mêmes propositions. Et d'ailleurs, François Ruffin avait soutenu notre proposition, et j'ai soutenu la proposition de François Ruffin. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette mesure? D'abord, vous dire quand même... il y a un mix entre un projet et quelques propositions pour que le projet ne soit pas désincarné. Mais enfin, je n'ai pas voulu qu'on étale sur la table les outils sans qu'on ait donné le sens. Et donc moi, oui, c'est une contribution qui est personnelle, qui s'inscrit dans la famille politique dans laquelle je suis, une histoire longue, celle du socialisme, et dont j'espère bien que ce sont des idées qui pèseront sur le projet du Parti socialiste et plus largement de la gauche. Oui, dans cette élection présidentielle dans un an, j'espère qu'un certain nombre de ces idées pourront compter. Alors ensuite, vous évoquez la question... c'est important ce que vous venez de dire, parce que ce qui, du point de vue d'un certain nombre d'observateurs, dont je suis, a précipité un peu le naufrage du Parti socialiste, c'est cette fameuse note en 2012 de la Fondation Terra Nova, qui est assez proche quand même du Parti socialiste, qui dit il faut conclure un nouveau pacte, un nouveau compromis social. La classe ouvrière s'est détournée de nous, s'est rapprochée du Rassemblement national, enfin du Front national puis du Rassemblement national. C'est un combat perdu d'avance, et donc le nouveau compromis à établir, c'est celui entre une bourgeoisie intellectuelle éclairée, et puis des quartiers populaires avec une prédominance pour ceux où il y a une forte
communautés d'origine immigrée. Voilà, c'était un peu ce que théorisait cette fondation, ce qui a inspiré d'ailleurs François Hollande, qui l'a reprise à son compte. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que c'est terminé? D'abord, je crois que ni moi ni François Hollande ne sommes les auteurs de cette note. Et pour ce qui me concerne, je ne la reprends pas du tout à mon compte, et je ne crois pas que c'est une note qui est participée de quelque programme politique que ce soit. Voilà, que les choses soient claires. Ça a quand même inspiré une réflexion. Non, leur propre réflexion, hein, ceux qui en sont les auteurs. Mais écoutez, si vous avez bien lu mon livre, dont je suis convaincu, vous avez bien vu ce que je disais, qu'il fallait en effet renouer avec les classes populaires. Oui, mais j'attendais que vous m'en donniez confirmation que cette époque-là était terminée. Avec ceux dont je dis qu'ils ont des vies invivables. Voilà, qui n'est pas seulement une tautologie, c'est une façon d'insister sur la dureté de ces vies. Oui, il faut être à l'écoute du monde du travail, de ceux que leur force de travail pourvu quand ils ont un travail. Voilà, mais tous ceux qui voudraient travailler, toutes ces catégories populaires, les ouvriers, les employés, bien sûr que c'est à eux qu'il faut parler. Et c'est du matin au soir ceux qu'il faut avoir en tête lorsqu'on se pose la question de savoir pour qui on se bat. Moi, je le dis en reprenant une formule qui est celle de Camus, se battre pour ceux qui subissent l'histoire et pas pour ceux qui prétendent l'écrire. Voilà, c'est ça, moi, ma ligne, c'est ça, ma conviction, c'est ce que j'essaie de faire. Alors ensuite, vous me parlez d'une note qui a 10 ans. Bon, très bien. Et qui a quand même plombé le quinquennat d'Hollande. Mais non, je ne crois pas que cette note spécifiquement ait plombé le combat de Hollande. Ensuite, je vais vous dire, moi, je ne mets pas les combats pour la justice dos à dos. On peut se battre contre le racisme, pour les droits des femmes, pour les droits des LGBT, en se disant, bien sûr qu'il faut se battre pour les ouvriers, qu'il faut se battre pour les salaires, puis il faut se battre pour le travail qui n'abîme pas, mais qui émancipe. Il n'y a pas de contradiction. Et d'ailleurs, je donne aussi cet exemple dans le livre de ce film, des ouvriers qui viennent soutenir des militants LGBT qui viennent soutenir des ouvriers sous Thatcher, qui est une histoire vraie. Mais ce n'est pas des combats dos à dos. Voilà. C'est la justice. Alors maintenant, vous savez, dans le même ordre d'idée, il y a des gens qui disent, mais attendez, vous allez abandonner les questions sociales sur l'autel de la question environnementale? Ah bon, mais comme si la question environnementale n'était pas productrice, intrinsèquement productrice d'injustice et d'inégalités considérables. Les inégalités environnementales, elles explosent par le haut et par le bas. Et les plus pauvres, et souvent d'ailleurs des femmes, sont les premières victimes de ces inégalités et de ces injustices environnementales. Bien sûr qu'il faut se saisir de l'un comme de l'autre, parce que moi j'ai la conviction que la question environnementale c'est un levier de transformation sociale considérable, d'amélioration de la condition humaine évidente. Moi je plaide pour une écologie des vulnérables, une écologie des inégalités, celle qui desserre la ceinture de ceux qui vivent mal, qui se chauffent mal, qui se déplacent mal, qui mangent mal. Et l'écologie peut apporter un certain nombre de réponses à cela. Donc si la question que vous posez c'est pour qui, moi comme parlementaire, je me bats, et ben je me bats pour tous ceux qui défilent dans ma permanence. Et je peux vous dire que tout cela, ce sont des catégories populaires. C'est des ouvriers, c'est des employés, beaucoup d'employés, c'est des aides à domicile, c'est des retraités agricoles qui, vous savez, le peu de retraite qu'ils ont. Voilà. Alors, vous avancez, revenons sur cette mesure que vous avancez, vous dites que vous avancez peu de mesures dans le livre, ce qui est exact, mais donc cette mesure que vous reprenez à votre compte, le revenu de base des 18 ans, enfin qui semble maintenant faire la quasi-unanimité à gauche, et qui participe... Un minimum jeunesse. Voilà, le terme consacré pour que ça parle aux gens, c'est le minimum jeunesse. Alors c'est quoi le minimum jeunesse, concrètement? D'abord, qu'est-ce que... Pourquoi et combien? D'abord, moi je mets cette question-là au cœur d'une question plus centrale qui est notre rapport à la jeunesse, le rapport de la nation à sa jeunesse, qui est un rapport qui me paraît être continuellement fait de suspicion. Il faut que la jeunesse soit une épreuve. Ses devoirs passent avant ses droits. Il faut qu'ils en bavent un peu pour trouver un boulot, il faut qu'ils en bavent un peu pour poursuivre leurs études, pour trouver un logement, pour se nourrir, pour se soigner. Et tout ça, finalement, ça formerait la jeunesse. Pas non. Je crois qu'il faut inaugurer une sorte de nouvel âge de notre rapport à la jeunesse parce qu'elle est face à des enjeux, des défis qui sont absolument considérables. Et la République, c'est, comme disait Jaurès, c'est un grand acte de confiance. Ben là, il faut qu'on ait un grand acte de confiance dans notre jeunesse. On a vu dans cette crise, et franchement, on avait l'impression de regarder des images d'archives de la Grande Dépression. On a vu dans les rangs des banques alimentaires des queues immenses. On a vu des visages qui étaient sans rides, mais qui était sans sourire. C'était le visage d'une jeunesse
qui avaient faim, dont les frigos étaient vides, qui avaient été obligés de retourner chez leurs parents le rouge au front en rendant ce qui avait été leur premier petit appart, ou alors qui avaient dû vivre dans des soupentes de misère, ça a été insupportable à la conscience de beaucoup d'entre nous. Et donc on a mis cette question-là. C'est quoi ? Le revenu de base, c'est la fusion du RSA et de la prime d'activité, de façon très, très technique. Ouvert à 18 ans, avec au fond le rétablissement d'une mesure de justice. Pourquoi ? Pour tout le monde ? Pour tous les jeunes ? Sous condition de ressources du foyer fiscal. C'est-à-dire c'est-à-dire que si les parents, il y a des barèmes, mais vous savez que c'est dégressif avec le revenu d'activité. Voilà. On veut revenir sur une singularité qui est une singularité française, qui est le fait que vous pouvez aller en prison à 16 ans, vous pouvez aller vous présenter aux urnes à 18 ans, mais en revanche, pour être majeur sur le plan social, c'est 25 ans. Quand je dis une singularité française, c'est que 24 des 27 pays de l'Union européenne ouvrent leurs droits sociaux à 18 ans. Nous, 24, je vous dis, ça correspond très exactement à cette curieuse relation qu'on a à la jeunesse. Et d'ailleurs, dont je fais du service national universel obligatoire, l'un des signes, des stigmates, je ne sais pas si le terme est juste, c'est on se défie d'une jeunesse, alors on va la mettre sous les drapeaux. Moi, je me pose la question, qui doit quoi à qui ? Est-ce que c'est la nation qui est en dette vis-à-vis de sa jeunesse, ou c'est la jeunesse qui est en dette vis-à-vis de sa nation ? En même temps, le service national, c'était aussi l'occasion d'un brassage social qui n'est pas forcément fréquent dans la vie. L'était-il vraiment ? Et moi, je pense, pour revenir sur ce que vous dites, d'abord que la mixité sociale est absolument fondamentale. Et voilà pourquoi il faut combattre la question de la mixité sociale à l'école au premier rang de nos préoccupations. Au premier rang de nos préoccupations. Les gens qui sont dans les quartiers populaires, j'ai reçu des associations qui se mobilisent là-dessus dans la banlieue lyonnaise, me disent, mais nous, on n'en peut plus de cet entre-soi. On a envie de respirer, on a envie de pouvoir grandir ensemble parce qu'on veut vivre ensemble ensuite. Ça, c'est un combat majeur, c'est un combat qui a été enterré par Jean-Michel Blanquer. Dans le dernier quinquennat, par exemple, il y avait eu une centaine d'expérimentations qui avaient été lancées, qui avaient suscité parfois des mécontentements. Mais aujourd'hui, pour ceux qui ont pu être poursuivis, ont donné de bons résultats scolaires et en termes de mixité. C'est un combat. Il faut le faire dans l'habitat aussi. Vous vous rendez compte qu'il manque des centaines de milliers de logements HLM du fait qu'un certain nombre de communes, de façon obstinée, refusent de faire le moindre effort. Aujourd'hui, heureusement, il y en a qui le font. Et tant mieux, mais on ne peut pas en rester là. Et sur la mixité sociale, je pense que dans la société dans laquelle on est, on en a autant besoin à 50 ans qu'à 18. D'accord, et on fait comment ? Alors, si on devait absolument se poser la question d'un service obligatoire, faisons un service obligatoire tout au long de la vie, comme en Suisse. Avec des périodes de réserve. Trouvons des occasions de se retrouver. Si on doit inventer des choses, allons dans ce sens-là. Et la mixité sociale dans l'habitat, comment vous faites ? D'abord, on fait appliquer la loi. Voilà, on fait appliquer la loi. Et là où les préfets ont une faculté à se substituer aux communes défaillantes, il faut qu'elles en aient l'obligation. Je vais vous dire, ça va tout changer. Ça va tout changer. Alors, ça nous amène à un point qui m'a intéressé, parce qu'il fait écho à pas mal de débats du moment, sur le communautarisme et cette relation que vous établissez entre l'individu et puis le collectif. Et alors, vous citez une citation d'Aimé Césaire que je ne connaissais pas, et merci de dans un courrier qu'il adresse à Maurice Thorez pour lui dire qu'il quitte le Parti communiste. Voilà, je ne connaissais pas, je n'étudie pas attentivement la correspondance d'Aimé Césaire, mais elle est très éclairante. Et donc, Aimé Césaire dit ceci: « Il y a deux manières de se perdre, par ségrégation murée dans le particulier ou par dilution dans l'universel. » Et ajoute-t-il: « Ma conception de l'universel est celle d'un universel riche de tout le particulier, riche de tous les particuliers, approfondissement et coexistence de tous les particuliers. » On dirait qu'il y a un lien dialectique, si on était prof de philo. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux manières de se perdre. Par ségrégation murée, c'est donc effectivement le communautarisme territorial, confessionnel, etc. Et puis la dilution dans l'universel, c'est-à-dire finalement l'espèce de normalisation des individus entre les deux. Comment on trouve le point d'équilibre ? Je ne prétends pas trancher. Parce que c'est le débat au cœur de la gauche. Aujourd'hui, il y a une gauche identitaire qui nous dit... je prétends pas trancher. La dimension communautaire est plus importante, en quelque sorte, que moi, je ne prétends pas trancher, le collectif. Mais je propose un chemin de réflexion.
je dis, comme Césaire, que l'identité excluante dans laquelle on s'enferme, ce n'est pas un chemin. Que l'universalisme abstrait qui nous renvoie, qui est une sorte de foi sans culture, ça ne fonctionne pas non plus. Mais qu'on doit être capable de ce dialogue entre l'universel et le particulier. Alors, c'est un exercice qui est compliqué, c'est un exercice qui est périlleux, mais je pense que partant du particulier pour aller à l'universel, c'est-à-dire donnant des coordonnées aux valeurs universelles, des coordonnées rattachables à sa propre vie, à sa propre existence, l'universel pour penser au-delà de soi-même, pour se reconnaître en dépit de nos différences d'histoire, de culture, de religion, c'est un chemin. Voilà. Et c'est évidemment pas un chemin que l'on règle en 180 signes sur Twitter. Ou dans l'invective. Oui, mais justement, dites-nous un peu comment on fait. Je vous dis, je pense que... On pourrait vous dire que c'est très séduisant, mais en même temps... moi, c'est une invitation. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont des invitations au travail et à la réflexion. Comme quand j'évoque la question de la rematérialisation de l'économie. Je ne vais pas plus loin, mais je donne des pistes. Je donne des pistes de réflexion. Je dis, ne nous enfermons pas dans des débats qui sont stériles et irréconciliables. Et je propose, parce que je crois qu'il y a dans la nuance aussi du courage et de la force. Vous connaissez le livre de Birnbaum qui vient d'être publié. Je pense que l'affirmation d'identité, ou en tout cas la mise en valeur d'identité, ce n'est pas nécessairement une concession faite au repli sur soi, et que l'universalisme n'est pas menteur quand la République tient ses promesses. Et donc c'est tout ça, c'est l'école, c'est la mixité sociale, c'est la culture. Alors justement, en parlant d'affaiblissement de la République, vous déplorez l'affaiblissement de l'État. Vous êtes un des derniers étatistes, j'ai envie de dire, ou souverainistes, comme on dit. Là, si vous avez bien lu, je dis que la souveraineté est une chose importante, mais que le souverainisme en est sa maladie infantile. Et c'est quoi la différence entre les deux ? Eh bien, le souverainisme est incapable de penser d'autres espaces de nous pertinents, qui peuvent être internationaux, qui peuvent être locaux, où il peut y avoir des exercices de la démocratie et de la puissance publique et de la défense de l'intérêt général. Mais je dis que la souveraineté est un sujet majeur, c'est la capacité à agir. Et que l'impuissance politique, c'est la perte de souveraineté, et ça nous réduit à l'impuissance tout court, et on le voit au cœur d'une crise comme celle-là, avec des choses aussi bêtes, mais signifiantes qu'il n'y a pas de masque. Voilà. Alors après, vous évoquez la question de l'État. Je le dis aussi, j'ai sans doute une relation un peu romantique à l'État, parce que j'ai été dans le corps préfectoral. Oui, c'est le sous-préfet Auchan. Vous êtes vraiment nostalgique de cette période. J'ai de cette période et de la période qui a suivi, où j'étais directeur général des services du conseil départemental de Saône-et-Loire, dont Arnaud Montebourg était le président, et où il y avait cette proximité, ce service public et cette république du quotidien et au quotidien, et qui me paraît fondamental. Pourquoi ? Parce que vous étiez davantage en capacité de faire qu'aujourd'hui à l'Assemblée nationale, derrière votre pupitre de député ? De fait, on met beaucoup plus les mains dans le cambouis. Parce que, j'allais dire, quand vous évoquez la question du chômage, c'est pas théorique, vous avez les chômeurs devant vous, dans votre bureau. Lorsque vous évoquez des usines qui ferment, ils sont dans votre bureau. Là aussi, lorsque les agriculteurs manifestent, c'est devant les grilles de la préfecture. Lorsque les maires se réunissent pour protester contre les fermetures des bureaux de poste, c'est devant les grilles du conseil départemental. Donc tout ça n'est pas désincarné, c'est la République tangible. Alors, mon attachement à l'État, il est un attachement au service public de proximité, or qui n'a rien de passéiste. Je crois qu'il faut qu'on travaille à ce que doit être l'État, ce que doivent être les services publics modernes. Je sais trop bien que, par exemple, s'agissant de la Poste, il n'y a plus de courrier. Il n'y a plus de courrier. Et que, de fait, ça change quand même radicalement ce que doit être l'offre de la Poste et les métiers du postier. Et d'ailleurs, ils y travaillent avec beaucoup de détermination et beaucoup d'imagination. Mais c'est l'État, je pose la question d'une nouvelle centralité de l'État qui protège, de l'État qui régule, de l'État qui donne des règles à une économie qui n'en a pas tant, à une mondialisation qui a vu triompher la déloyauté de la concurrence, par exemple. L'État qui affronte des horizons lointains que personne d'autre que l'État n'investira. C'est ce qu'on appelle la tragédie des horizons. Qui peut la surmonter sinon l'État ? Et donc ça suppose parfois que l'État soit
aussi entrepreneur d'un certain nombre de grands projets. Ce qui ne veut pas dire, et vous l'avez lu aussi, que je n'ai pas aussi beaucoup d'attentes, beaucoup d'espérances, beaucoup vis-à-vis du monde de l'entreprise. Et que j'observe de près avec une nouvelle génération d'entrepreneurs qui se pose là aussi la question du sens de ce qu'elle fait. Il y a dans la société des forces de transformation considérables. Et l'entreprise est une force de transformation considérable. Et je pense qu'elle a un rôle à jouer dans la construction de l'avenir. Et qu'on a une nouvelle génération d'entrepreneurs pour ça. Oui, et des nouvelles gouvernances d'entreprise, vous disiez parmi les propositions qu'on formule, des nouvelles gouvernances d'entreprise avec la codétermination, avec un partage de la décision avec des administrateurs salariés. Je pense que là, il y a des mutations majeures. Mais qu'en est-il de cette vieille idée des socialistes qui a fait donc qui a été au cœur de la victoire de François Mitterrand en 81, j'y reviens, mais c'était l'État régulateur de l'économie. C'est-à-dire, il y a les entreprises, il y a l'économie, il y a le jeu de l'économie, du marché, mais il y a l'État qui corrige, il y a l'État qui organise, il y a l'État qui encadre. Est-ce que vous êtes toujours sur cette ligne-là ? Eh bien, je crois que moi, je le suis aujourd'hui plus qu'hier. Oui. Parce que je pense qu'on a besoin de règles. On a besoin de règles dans la mondialisation, dans le commerce mondial. Il faut en finir avec des traités de libre-échange en échange de rien, alors que ça peut être des leviers, là aussi, de transformation considérable sur les normes sociales, sur les normes environnementales, sur la protection des travailleurs, des ouvriers. On a besoin d'un État régulateur de la finance, un État régulateur des écarts de rémunération, de la distribution des richesses. Et puis, on a un État acteur, le grand pôle public de l'énergie pour affronter cette transition environnementale qui est absolument nécessaire. L'État qui apprivoise le hasard pour tous ces salariés, tous ces travailleurs pour lesquels les transitions professionnelles sont des sauts dans le vide. Comment on finance la transition environnementale. Là aussi, je propose une caisse d'amortissement de la dette environnementale. Ce sont des choses concrètes et pratiques pour ne pas être que dans l'incantation. Et je dis aussi que il faut qu'on sorte du véhicule diesel et probablement aussi du véhicule thermique. Mais très bien, qu'à cela ne tienne, c'est une nécessité environnementale. Mais il faut qu'on soit capable de dire aux ouvriers des fonderies du Poitou, de Saint-Jean-Industrie ou de Bosch, qu'on va avoir un système qui va gérer ces transitions professionnelles, qu'on ne va pas les abandonner à eux-mêmes, qu'ils savent faire bien plus que ce qu'ils ont fait parfois pendant 30 ans, et que c'est avec les ouvriers d'aujourd'hui qu'on va construire l'industrie de demain, que c'est avec les paysans d'aujourd'hui qu'on va construire l'agriculture de demain, pour ne pas laisser les gens au bord de la route. Et cet État régulateur, c'est au milieu de ces grandes révolutions, celui qui est le garant que tout cela se fasse dans la justice. Sinon, ceux qui étaient réputés inadaptés au monde d'hier seront tout aussi réputés inadaptés au monde de demain. Je rappelais au début de notre entretien que le propos de votre livre, c'était finalement d'essayer de dénoncer ce que pourrait être le socle commun d'une gauche qui se retrouverait par-delà ces différences. J'en viens à la question donc de l'union de la gauche, et apparemment c'est très mal parti. Yannick Jadot, il y a 2 mois, a pris l'initiative d'une réunion qui rassemblait l'ensemble des responsables politiques. Depuis, il y en a eu une autre, beaucoup plus confidentielle, et je ne sais même pas si une 3e réunion est à l'ordre du jour. Et ce qu'il apparaît, c'est que l'union de la gauche est définitivement morte, ou en tout cas, ce ne sera pas pour 2022. C'est donc quand même un constat d'un certain naufrage, parce que moi, je veux bien croire au miracle, mais en 1 an de campagne, je ne vois pas comment une partie de la gauche, que ce soit du côté de la France Insoumise ou de votre côté, Parti Socialiste Écologiste, arrivera à agglomérer ou à créer une dynamique qui fait que la barre des 50% pourrait être franchie au 2e tour. Alors on fait quoi ? On fait comment ? D'abord, moi je fais le même constat que vous au moment où nous parlons. Bon, est-ce que je m'en réjouis ? Certainement pas. Je m'en désole et je m'en inquiète. Moi je suis convaincu, et c'est le sens aussi de ce livre, que indépendamment des acteurs, des noms que vous pouvez citer ici ou là, il y a dans ce pays une majorité de Français, de Françaises, qu'il y a un peuple de gauche, qu'il y a même, j'allais dire, une majorité sociale qui désire ces changements dans la justice. Oui, mais justement, ce peuple de gauche, il nourrit quand même une certaine méfiance à votre endroit. Oui, mais vous savez, il en nourrit à l'endroit de l'ensemble des acteurs à gauche. Hein.
Je ne vois pas de gens dont les Français plébisciteraient la candidature aujourd'hui. Hein. Que chacun soit modeste et que surtout chacun se garde de faire des leçons à d'autres. Je pense que le peuple de gauche dans sa diversité nous en sera gré. Parce que moi, je suis d'accord pour qu'on fasse le confessionnal pendant des années et des années. Mais à ce moment-là, allons-y. Hein, y compris sur des déclarations des uns et des autres qui n'auraient pas 5 ans. Et qui pourraient poser un certain nombre de problèmes de principe et de problèmes même éthiques. Donc, vous faites référence à la déclaration de Jean-Luc Mélenchon je fais d'allusion à rien en particulier. Je dis juste que moi, dans ma circonscription, je rencontre des gens qui ne sont pas en train de théoriser ce qu'ils sont, ce qu'ils aiment pas. Ils sont de gauche, ils ont la trouille du Front National, ils ont le ras-le-bol de Macron, et ils veulent la République au quotidien, ils veulent la République jusqu'au bout, ils veulent la République sociale, ils veulent de la fraternité, etc. etc. Et ils nous disent « entendez-vous ». Et ils disent à un certain nombre d'entre nous, essayez de construire des ponts plutôt que des murs. Moi, à travers les idées, j'essaye de construire des ponts plutôt que des murs. S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, ils ne seront pas d'accord. Mais moi, je défendrai mes idées. Voilà. Et je suis socialiste. Je suis socialiste avec une histoire longue qui n'a pas commencé hier, hein, qui a plus de 100 ans, et qui me paraît, malgré son grand âge, d'une incroyable fraîcheur, d'une incroyable nouveauté, qui est le remède à la résignation, qui est une exigence d'un monde meilleur. Ouais, c'est dur. Bien sûr que c'est quand on exerce des responsabilités, on se heurte au réel, à la dureté des choses. Ça ne va jamais aussi vite et jamais aussi loin qu'on le voudrait. Mais le pire est de renoncer. Et ce que j'entends, moi, c'est qu'on a dit on ne va pas aller voter, la gauche ne veut pas aller voter au second tour pour Emmanuel Macron, mais elle ira peut-être même pas voter pour le premier tour s'il y a 3, 4 candidats à gauche. Oui, mais alors qu'est-ce que vous faites pour éviter ça ? Moi, ma contribution, c'est ça. C'est ça, c'est de dire, est-ce qu'on n'est pas capable de parler des idées plutôt que des combinaisons ? De parler des gens plutôt que de parler de nous-mêmes ? Si je suis le seul à le faire, je m'en désolerai. Mais je ne crois pas que je sois le seul à le faire, parce que j'entends aussi beaucoup de gens dans les territoires, des élus locaux qui travaillent ensemble, qui sont capables de surmonter leurs désaccords. Pas forcément de tomber d'accord, mais de les surmonter, de proposer autre chose, de prendre un chemin de traverse. Et moi, comme responsable socialiste au Parti socialiste, c'est ça que j'essaie de faire. À travers le projet, je ne le fais pas tout seul. On est beaucoup, il y a aussi des universitaires, la société civile que l'on rencontre beaucoup, des ONG, des syndicats qui nourrissent notre réflexion et d'ailleurs avec laquelle on rentre en débat et dans un débat qui est un débat contradictoire. La semaine dernière encore, j'avais plusieurs échanges avec des ONG puisqu'on leur envoie notre projet qui voulaient nous en faire le retour, la contradiction, l'analyse, nous faire des suggestions supplémentaires. Et moi, je travaille. Je travaille et je sais pour qui je travaille. Oui, mais alors justement, pour qui travaillez-vous ? Moi, je travaille pour les gens. C'est quoi ? C'est le programme de Yannick Jadot que vous écrivez ? C'est le programme d'Anne Hidalgo ? C'est le programme du Parti Socialiste. Et si Anne Hidalgo décide d'y aller... Vous conviendrez qu'il y a quand même quelque chose d'un peu étrange d'écrire un programme pour un candidat dont on ne sait même pas s'il appartiendra au Parti Socialiste. Mais moi, je l'écris pour... d'abord... Pardon, c'est très égoïste, mais j'écris d'abord un peu pour moi-même, parce que je trouve que c'est structurant pour soi-même. Hein. Parfois, j'essaye d'être valaudien, pas toujours... Valaudien. Non, mais ça, c'était pour vous distraire. Mais je le fais aussi pour dire aux gens, c'est aussi une façon de rendre des comptes, parce que moi, je crois à la nécessité, quand on fait de la politique, de rendre des comptes. C'est une façon de rendre des comptes. À travers ça, il y a aussi la synthèse de ce que j'ai fait, ce que j'ai proposé, ce que j'ai refusé, comme parlementaire depuis 4 ans. Et je l'ai rédigé de telle manière que, on puisse s'y reconnaître au-delà de moi-même. J'espère que ça va nourrir le projet du Parti socialiste, j'espère que ça va nourrir la candidature d'une ou d'un candidat socialiste, et puis ensuite, on verra comment les choses vont s'avancer. Vous avez une primaire en septembre. Chez Europe Écologie Les Verts. Oui, enfin, et là, vous... Écoutez, pour l'instant... Vous allez désigner un candidat. Pour l'instant, vous voyez, il y a des candidatures... Mais ce candidat, il est possible qu'il soit... Il y a des candidatures putatives, et dont je veux avoir la naïveté de croire qu'elle pourra se décider parce qu'elle saura qu'elle peut compter sur des idées fortes. Il n'y en a pas, il y en a pas des milliers non plus. Il y a quoi ? Il y a Anne Hidalgo chez vous, éventuellement Christiane Taubira. Écoutez, vous n'en savez rien, on a beaucoup de talent. On
pluriel, je veux dire, de personnes qui ont du talent. Par ailleurs, il y en a. Il n'y a pas de grande figure quand même de gauche qui s'impose. Enfin, vous n'avez pas de personnage emblématique, vous n'avez pas... Mais écoutez, vous voyez d'où on part. Hein. On a subi une défaite qui était une défaite considérable, présidentielle et législative, absolument, qui est le résultat de Gaston Defferre en 69, si je ne me trompe pas. Donc voilà, mais c'est un chemin qui peut être long, mais dont je pense qu'il faudrait qu'il soit le plus court possible. La dernière fois, ça a été 12 ans avant de revenir. Oui, enfin, c'était 23 ans même. 23 ans de droite, mais 12 ans depuis 62. Exactement. Donc bon, voilà, et ben, chacun travaille, et on travaille beaucoup. Et on a des idées, et un certain nombre d'idées qui sont des idées neuves. Mais quand même, pardon d'insister... Non, mais j'ai bien compris votre insistance. Mais moi, il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Comme dirait Georges Marchais, il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre. C'est l'union de la gauche arrive à se faire localement. À Marseille, la victoire au municipal, c'est l'union de la gauche. Dans les Hauts-de-France, pour les régionales, c'est une liste d'union de la gauche. La question, c'est pourquoi ça ne marche pas ailleurs ? Eh bien... c'est votre faute ? Eh bien, je pense que c'est une faute très partagée. C'est une faute très partagée. Je vois aussi beaucoup d'endroits où l'union aurait pu se faire et ne s'est pas faite. Et je considère que c'est assez regrettable. Voilà, eh bien, il reste un an. Je ne peux pas préjuger de ce que ce sera, de la dynamique qui peut s'enclencher à la faveur de déclarations de candidature. J'y crois beaucoup. Tant qu'on n'est pas candidat, on n'est pas candidat. Le jour où on est candidat, il se passe quelque chose. On dit quelque chose aux Français. Eh bien, voilà, ce rendez-vous des gauches, ce rendez-vous d'une éventuelle candidature, ça doit se faire avec des idées claires, des idées nettes, et qui s'adressent aux Français dans leur plus grand nombre. Voilà. Le plus grand nombre... On a quand même l'impression qu'il y a d'un côté la France insoumise et Mélenchon, et de l'autre il y a une espèce de front, c'est tout sauf Mélenchon. Voilà. Ce qui est quand même le degré zéro du débat politique. Sans aucun doute, mais vous savez, c'est le principe d'un dialogue, c'est qu'il faut être deux. Bon, moi je constate que le dialogue est difficile, voire impossible. Est-ce que c'est irrémédiable ? J'en sais rien. Est-ce que je le regrette ? Oui. La preuve que c'est quand même, à certains endroits, c'est possible de dialoguer, construire une liste commune. Commençons par travailler par ces bouts de l'omelette-là. Voilà. 2022, comment vous voyez le résultat ? Parce que si on est encore condamné à un débat deuxième tour Marine Le Pen, Emmanuel Macron, on risque quand même d'avoir de funestes surprises. Oui, vous avez raison de le dire. Y compris, venant de la gauche, des gens qui sont aujourd'hui dans une logique de tout sauf Macron, et qui sont même capables de voter Marine Le Pen pour accélérer la désagrégation. C'est ce que nous apprend. Il y a un récent sondage de l'IFOP qui montre qu'un certain nombre d'électeurs de gauche sont dans une stratégie de vote au deuxième tour pour Marine Le Pen, pour provoquer une espèce d'explosion. En tout cas, moi, les électeurs de gauche que je croise dans ma circonscription ne voteront pas Marine Le Pen, comme ils ne voteront pas pour le Rassemblement national dans les élections qui se présentent. C'est pas ce que disent les enquêtes d'opinion, et pas simplement celles de l'IFOP. C'est pas des enquêtes, c'est récurrent, c'est-à-dire qu'on voit une stratégie du pire qui est en train de s'amorcer. La stratégie du pire est rarement une stratégie gagnante. Voilà. C'est tout ce que je veux dire. La stratégie gagnante, c'est la stratégie qui consiste à s'unir si on le peut, et si on ne le peut pas, eh ben, il faudra le regretter, mais il faudra qu'il y ait, en tout cas moi pour ce qui me concerne, je soutiendrai une candidate ou un candidat qui sera clair sur pour qui il se bat, sur son attachement à un certain nombre de valeurs, un certain nombre de principes, qui ne transigera pas avec d'autres, qui mettra la question sociale, la question des catégories populaires, la question de la reconquête de notre souveraineté au sens de capacité à agir au cœur, qui renforcera la vitalité d'une démocratie qui s'est essoufflée, qui interrogera la question du travail et qui remettra une centralité de la question du travail. Voilà. Et je crois que ça doit être la ligne, en tout cas c'est celle que j'essaie de pousser au Parti socialiste. Une dernière question sur, plutôt interne, un peu de cuisine interne, mais quand même. Est-ce qu'Olivier Faure a eu raison de participer ou d'assister ou d'être présent à la manifestation des syndicats policiers le 19 mai ?
c'est un sujet qui est très compliqué. C'était compliqué d'y être, c'est compliqué de ne pas y être. Mais dire aux policiers, à ces fonctionnaires du quotidien, des services publics du quotidien, qu'on est attentif à leurs préoccupations, sans souscrire à un certain nombre de revendications qui posent des questions de principe républicain lourds. Moi, je suis absolument opposé à l'idée de mettre la police et la justice dos à dos. Ce qu'a fait le responsable du syndicat Alliance. Mais moi, je vous dis ce que je... Moi, oui, je suis mon propre porte-parole, là, je vous dis... J'entends. Et je ne pense pas que la justice soit laxiste. En revanche, la justice, elle manque de moyens, c'est criant. Et vous allez dans un certain nombre de tribunaux, c'est honteux. Voilà. Il faut donc faire plus. Je suis contre les peines planchées, je suis contre la justice automatique. Je ne suis pas certain qu'avoir supprimé le rappel à la loi sans rien proposer d'autre n'est pas un problème plus grave que les mots qu'il prétend résoudre. Et je vois des policiers qui travaillent dans des conditions difficiles. Il va falloir se poser la question de leur recrutement, du niveau de recrutement. Il y a des pays qui se sont posés cette question. Il y a besoin de se poser la question des doctrines de maintien de l'ordre, de la formation, de l'équipement, de l'investissement, de ce que la puissance politique demande à sa police. Parfois, j'ai le sentiment que la police est laissée seule. Et c'était en particulier le cas dans ce quinquennat, avec des ministres qui sont responsables de rien. Voilà. Et il peut se passer plein de trucs, ils ne sont jamais responsables de rien. Donc, il faut se saisir de cette question de la sécurité. Vous savez, j'ai beaucoup travaillé dans ma carrière avec les policiers et les gendarmes. Je sais la difficulté que c'est. Il faut tout envisager. J'ai reçu il n'y a pas très longtemps une gardienne de la paix qui est depuis 17 ans en Seine-Saint-Denis et qui veut rejoindre son mari qui a été nommé dans les Pyrénées-Atlantiques. Eh ben, elle n'a pas réussi à obtenir sa mutation. Je suis intervenu, je n'ai pas réussi à obtenir sa mutation. Vous voyez, ça crée de la frustration aussi. Donc, il faut être en toute hypothèse, il faut être aux côtés des policiers, ne pas les laisser dans un tête-à-tête avec le pire, avec la démagogie. Et si on veut une police républicaine, eh bien, il faut se saisir de ces questions-là. Alors, on peut entendre votre explication qui consiste à dire, finalement, c'était difficile d'y être, c'était difficile de ne pas y être, mais lorsqu'Olivier Faure va un peu plus loin, alors il s'est repris après, d'accord, mais lorsqu'il dit un droit de regard... Mais vous le dites, mais attendez, vraiment... C'est le premier secrétaire de votre parti. Je sais bien qu'on n'est pas sur KTO, mais enfin, quand d'une certaine manière, on reconnaît qu'on a péché, bon, dont acte. Je veux dire, Olivier, c'est pas un facho et un salopard. Enfin, vraiment, vous le connaissez, vous le croisez. Bon, c'est une connerie, vous nous dites c'est une connerie. Il l'a dit lui-même, alors il l'a formulé en d'autres termes, mais enfin, bien sûr qu'il est attaché à la séparation des pouvoirs. Bien sûr que c'est un républicain et qu'il n'y a pas de raison d'en douter. La formule, elle était plus que maladroite et elle nous a choqués pour un certain nombre d'entre nous. On le lui a dit, on l'a même écrit. Donc voilà. Pour les départementales, comment ça se présente pour vous ? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai toujours plaisir à rencontrer les Landaises et les Landais. Je veux dire que c'est une campagne qui se déroule un peu comme j'exerce mon mandat, c'est-à-dire que quand je suis dans les Landes, je suis très présent sur le terrain, à portée de gifles. L'année qui vient de s'écouler était un peu particulière parce que les moments de convivialité, les fêtes de village, les matchs de basket ont été moins nombreux. Et c'est pourtant là les moments où je repars avec une petite enveloppe dans la poche pour régler une difficulté, une demande de rendez-vous. Mais c'est hyper important. Vous savez, quand vous l'êtes indépendamment de votre attitude, mais vous êtes le député. C'est fonctionnel. Voilà. Et quand les gens vous appellent par votre prénom ou qu'il y a un truc qui tombe dans leur espèce de magistère et qui demandent rendez-vous et qui vous livrent leur vie et que vous essayez de les aider comme vous pouvez, hein, c'est des moments importants, quoi. Cette cantonale, elle se déroule... je la mène avec cœur, je la mène telle que je suis, sans farder ce que nous sommes dans la majorité départementale, socialiste, les héritiers de la politique d'Henri Emmanuelli, et où la solidarité, que l'on soit riche ou pauvre, que l'on soit un urbain ou un rural, reste l'épine dorsale de ce que l'on fait. Donc, ça se passe pas mal,
Est-ce que ça se passe bien? Je vous dirai ça le soir des élections. C'est très compliqué. Je dois vous dire, c'est très compliqué. Eh bien, écoutez, Boris Vallaud, ce sera le mot de la fin. De toute manière, on est appelé à se revoir. Il y a des chances. Dans les chroniques. Et peut-être on boira un vrai bourbon, là, parce que j'ai vu que c'était de l'eau. Ah oui, mais vous savez, on est quand même tenu un peu à des engagements. Mais je pense qu'on aura l'occasion de tirer avec vous à nouveau le bilan de la gauche, peut-être après les régionales. Vous nous direz un peu votre sentiment. Merci d'être venu. Merci de votre invitation. À bientôt pour un prochain entretien d'un Bourbon sinon rien. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et également sur notre site blast-info.fr. Et n'oubliez pas de vous abonner parce que nous avons besoin de votre soutien financier. Cette chaîne ne vit que grâce à vos abonnements, à vos dons. Nous comptons sur vous. Et sinon, rendez-vous jeudi pour un nouveau numéro d'un Bourbon sinon rien.